je m'appelle Guillaume Soulez, je suis professeur à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, dans ce cadre merveilleux ici, et ainsi sur le campus de Nation. Je travaille sur le cinéma et l'audiovisuel, d'un point de vue plutôt théorique, où j'essaye de croiser l'analyse de films avec des questions politiques, sociales, culturelles, en réfléchissant sur l'activité des spectateurs. Donc je suis ici depuis une vingtaine d'années à peu près. J'ai dirigé le département de cinéma et audiovisuel, mais aussi le laboratoire, l'IRCAV. Et c'est en dirigeant le laboratoire que je me suis rendu compte de l'importance d'une revue qui est Théorème. Cette revue a été fondée très peu de temps après la fondation du laboratoire. Elle a été fondée en 89 et au départ c'était une revue qui était dont la vocation d'ailleurs c'était le sous-titre Travaux de l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel. C'était de faire connaître les travaux que nous faisions ici à la Sorbonne Nouvelle en impliquant les jeunes chercheurs. Ça a toujours été un principe d'origine. Et donc un des chercheurs de l'IRCAV prenait en charge un numéro. Le premier numéro a été pris en charge par Michel Lany sur Visconti, puisque c'était une grande spécialiste du cinéma italien et aussi une historienne. Et donc elle a fait ce premier numéro inaugural, elle a tout de suite dit oui, disait Roger Audin. Et donc ça a lancé la revue sur de très bons rails. Voilà. Donc on a rendu hommage à Michel Lany en rendant disponible le premier numéro en ligne sur le site de la Sorbonne Nouvelle. Voilà. On a fait ça à l'occasion des 30 ans de la revue, il y a quelques années, un peu avant le Covid. On a mesuré à ce moment-là effectivement qu'elle avait pris une place importante dans le champ du cinéma et de l'audiovisuel, puisque existaient essentiellement des revues, on va dire, de critiques, comme les Cahiers du cinéma, Positif, pour citer les plus connus. Pas beaucoup de revues généralistes francophones qui assumaient le croisement des perspectives. Or, ce croisement des perspectives, c'est, on va dire, dans l'ADN de l'IRCAV. C'est-à-dire que chacun, finalement, fait ce qu'il veut dans le champ du cinéma et de l'audiovisuel. Chacun a sa spécialité, le cinéma amateur, le documentaire, le cinéma de telle ou telle région du monde, des questions d'esthétique ou des questions de sociologie, des questions d'économie, voilà. Le prochain, c'est le 38 sur les franchises hollywoodiennes. Et là, donc, les deux derniers numéros, le 36 et le 37, ils sont assez représentatifs de la revue depuis ses origines, puisque se croisent des chercheurs assez différents. Par exemple, des gens qui ne jurent que par les cultural studies croisent quelqu'un comme Jacques Aumont dans le numéro 36. Et puis au milieu, il y a des gens comme moi qui essayent de faire un peu de théorie articulant les questions de forme et les questions de construction du sens en contexte. Et là, on avait élargi un petit peu le spectre à la bande dessinée. Et peut-être une des premières fois que dans le sous-titre de la revue apparaît le mot télévision. Voilà. Ça a longtemps été un des objectifs du laboratoire. Et puis le numéro 37 il est intéressant parce qu'il croise avec des gens de Paris 8, il croise les approches esthétiques et les approches économiques, qui sont peut-être les deux approches qui se croisent le moins. Sur un objet qui est le film Guérilla. Voilà, donc c'est tout à fait ces deux numéros-là, le 36 et le 37, les deux derniers, un bon exemple de ce que l'on essaye de faire dans cette revue depuis les débuts. Et aujourd'hui, les thèmes sont clairement des thèmes transversaux. Et on parle du cinéma de Bollywood, on parle des questions de construction de la mémoire par le cinéma. Bien sûr, Théorème, c'est le film de Pasolini. C'est aussi, je pense, une revendication de la théorie, puisque justement le laboratoire se voulait un espace rigoureux sur le plan scientifique, chacun venant avec sa méthode, l'historien, l'histoire de l'art, l'économiste, celui qui fait de l'approche culturelle. Donc il y a une sorte de rigueur dans l'analyse. Je pense que ces deux éléments, à la fois Pasolini et la revendication du caractère un peu théorique du mot théorème, qui renvoie aux mathématiques ou qui renvoie à des logiques un peu systématiques, expliquent le choix de ce nom-là. Au départ, Roger Audin est quelqu'un qui confiait. Voilà. Son rôle, c'était de confier un numéro à un chercheur. Progressivement, ça a un petit peu évolué sous la pression en fait, de l'environnement, c'est-à-dire qu'on a exigé du directeur qu'il ait une politique. Laurent Creton en particulier a fait en sorte que la revue soit publiée plus fréquemment. Donc on est arrivé à ce régime à peu près semestriel. La revue devait être progressivement aussi un outil pour les jeunes chercheurs afin de faire reconnaître leurs travaux. Alors qu'au début, il s'agissait de leur mettre le pied à l'étrier. Il y avait des logiques liées à la qualification, par exemple, dans les sections 18e, 71e ou un petit peu 22e, dans lesquelles se retrouvent la plupart des chercheurs de l'IRCAV. On a été embringués, j'allais dire, dans cette logique qui s'est
pas mal développé dans les années 2000-2010 de la professionnalisation des revues. La dernière étape de cette pression contextuelle, c'est justement le passage en ligne, où par exemple on a élargi le comité éditorial qui au départ était composé uniquement de membres du laboratoire, en intégrant des collègues de l'étranger. Un petit changement de paradigme, puisque c'est un peu moins la revue du laboratoire. Et notre compagnon de route, on pourrait dire, qui est une revue plus récente que la nôtre, mais qui a d'emblée été fondée sur ces critères-là, qui est la revue Cinéma de Montréal, voilà, a un fonctionnement extrêmement strict, tout à fait correspondant aux normes actuelles, mais ça a des bons avantages. Alors, ça a des avantages, il y a parfois des inconvénients, il y a un certain formalisme du fonctionnement de la revue avec des expertises, mais dans le fond, les auteurs sont toujours contents d'avoir un avis précis et c'est l'occasion de remercier aussi les presses de la Sorbonne Nouvelle. Et donc là, on est en train de faire en ligne les anciens numéros, sont en ligne depuis maintenant le 34 au 36, bientôt le 37, bientôt le 38, mais aussi le 33, le 32, le 31, etc. progressivement. Puisque, effectivement, comme vous disiez, aujourd'hui toutes les revues sont en ligne, donc il ne fallait pas qu'on manque ce train, qu'on reste sur le quai de la mise en ligne. Et donc justement, en tant que directeur du laboratoire, je m'en suis rendu compte et que j'ai beaucoup poussé pour que la revue passe en ligne. Pourquoi le papier ? Parce que justement, depuis le début, c'est une revue qui est assez jolie, avec un format presque carré, des rabats où on trouve les anciens numéros. Par exemple, il y a des petits carrés pour les notes de bas de page, des titres. Donc c'est une revue qui, sans être une revue cinéphile, en fait, en a les qualités, puisqu'il y a des images, il y a une mise en page qui est assez réussie. Et donc voilà, on essaye de garder finalement les qualités du papier, de faire en sorte que les gens aient envie d'avoir ce beau cahier noir et rouge qui renvoie évidemment à l'imaginaire du cinéma, très largement, mais aussi les articles en ligne, puisque sur tel sujet, ils auront l'article qu'ils cherchent. Alors, qui peut participer ce sont des propositions qui sont faites par un directeur de thématique, un directeur de numéro. Ce directeur de numéro, il va faire un appel à ses connaissances. On va diffuser l'appel à articles, évidemment, dans les réseaux habituels, les réseaux scientifiques habituels. Et à partir du moment où quelqu'un propose un article, même un étudiant de M2, son texte peut être publié. Donc, parfois, ce sont des reformulations de colloques qui ont eu lieu. Et c'est un peu l'originalité de Théorème, justement, c'est de prendre des numéros qui sont en quelque sorte inattendus. Par exemple, il y avait eu un numéro sur les représentations des corps sexuels. Numéro un peu frontal, auquel on n'est pas habitué voilà, dans notre champ. Et dans le fond, alors c'était issu d'un colloque qui avait été organisé au sein de l'IRCAV, un colloque collectif transversal justement, organisé par les jeunes chercheurs de l'IRCAV. Et on avait croisé là encore les approches et les types d'objets, parce que tous les types de cinéma étaient abordés dans ce colloque, puisque finalement c'était une question qui se posait dans tous les types de cinéma. Moi, ce que j'essaie de conserver en tant que directeur, c'est quelque chose qui sort de l'attente et qui est en même temps scientifiquement exigeant. Voilà. Et dans le fond, l'originalité va de pair en général avec l'exigence scientifique. Mais effectivement, Théorème, parfois, surprend un numéro sur le ciel, un numéro sur voilà, des choses très différentes. Et en fait, c'est le projet du laboratoire de l'IRCAV de faire ça depuis le début. Et la revue en est en quelque sorte l'expression. Il n'y a pas d'équipe au sein de l'IRCAV. Ben non, on dit non, il y a des pôles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont effectivement plutôt, qui utilisent plutôt des outils de l'esthétique, de la théorie de l'art, d'autres qui utilisent les outils de l'économie politique, d'autres qui sont des historiens, d'autres qui font des approches culturelles. Et ces gens-là, en fait, ils travaillent ensemble sur tel ou tel sujet. Il faut donc des gens qui sont capables de parler ensemble autour d'un objet, mais qui le parlent tous avec une certaine solidité du point de vue des instruments d'analyse. Et c'est en travaillant ensemble. Et c'est pour vous dire que ça part de ça, cette rencontre entre disciplines, sur un objet précis, pour avoir finalement un croisement de regard qu'on n'aurait pas autrement. Dans le réel,
les choses sont multicouches, on les voit différemment selon qu'on met tel ou tel type de lunettes. Et en fait, cet objet sera mieux compris en ayant écouté son collègue qui est un historien ou en ayant écouté son collègue qui est un économiste. On aura quelque chose de plus exact et de plus fort. C'est ça qu'on essaie de faire dans Théorème. Alors, il y a des numéros qui ont des colorations évidemment un peu plus esthétiques ou un peu plus économiques ou un peu plus historiennes ou un peu plus culturelles, ou des numéros qui sont plus théoriques, voilà. Roger Houdin, il avait dirigé un numéro, je crois que c'était la revue Cinéma dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelait La théorie du cinéma, enfin en crise. Et il trouvait ça très bien, la crise de la théorie, parce que ça obligeait justement à redéfinir à la fois les paradigmes théoriques, mais aussi la fonction de la théorie. Par exemple, Marc Fesneau, il a posé un certain nombre de critères pour expliquer comment est-ce que les images et le son pouvaient être des sources de l'histoire. Ben, c'est pareil pour l'esthétique. Qu'est-ce que c'est le montage? Ben, il y a 50 théories du montage, et donc il n'y a pas le montage. Parce que le montage tel que quelqu'un le fabrique, c'est pas du tout le montage que le spectateur reçoit, ou lui-même éventuellement fabrique, ou en remontant le film dans sa tête. Théorie, c'est ça, et on y est très attaché, et ça c'est une marque de fabrique de notre département et de notre laboratoire depuis les années 80. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller voir les cinémas d'ailleurs, en Grèce, en Inde, en Asie du Sud-Est, en Russie. Il y a eu un numéro sur le cinéma des premiers temps, quand les chercheurs de l'IRCAV ont participé au mouvement très important qu'il y a eu dans les années 80 sur le cinéma des premiers temps, qui en fait permettait de voir autrement le cinéma ordinaire, le cinéma des années voilà, d'après-guerre, qui avait tellement marqué. Mais aussi, on a fait un numéro sur le téléphone mobile, donc les films faits avec les téléphones. Donc toutes les formes nous intéressent, ou moi j'ai travaillé sur le web documentaire, sont toutes une manière de travailler sur le cinéma et l'audiovisuel. C'est ça notre idée. Tandis qu'évidemment la franchise, ça c'est l'industrie hollywoodienne la plus massive, qui produit une sorte de répétition, de sérialité des formes. Donc c'est un autre rapport aux formes. C'est un média aussi, donc il faut l'analyser aussi comme un média. Évidemment, le cinéma de franchise, lui, c'est en quelque sorte un cinéma qui est là pour durer, pour faire des blockbusters, pour produire des formes qui se répètent, afin que les spectateurs les retrouvent. Donc on a effectivement Avatar 1, Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4. Voilà. Donc il y a une sorte de logique qui fait qu'il faut qu'on retrouve justement des formes, des personnages, des récits, et aussi une économie stable. Parce que c'est ça, évidemment, le cinéma de franchise, c'est de développer quelque chose qui marche déjà pour en faire une franchise. Voilà. Face à la crise dont vous parlez, c'est-à-dire la crise de la répétition, vous pouvez aller chercher dans les mangas, vous pouvez aller chercher dans la bande dessinée de super-héros, vous pouvez aller chercher dans les jeux vidéo. Vous allez inventer des nouvelles figures et créer des franchises autour qui sont de plus en plus transmédia. La filière du cinéma est prise dans des logiques qui la dépassent en partie, et que les collègues économistes analysent ça très bien. On se demandait un peu comment fonctionne la revue une fois qu'on a reçu un projet de numéro et que le numéro nous arrive donc avec des auteurs de différents pays, de différents âges, des professeurs émérites comme des jeunes chercheurs qui sont en train de faire leur thèse. Réunissons donc le comité éditorial 2 fois par an à peu près. Et on vérifie justement l'originalité de la revue, c'est-à-dire dans quelle mesure ce numéro qui est proposé ne ressemble à aucun autre et va réellement faire progresser la recherche en cinéma et audiovisuel, mais aussi, comme c'est une thématique qu'on essaie originale, peut-être aussi toucher un public plus large, qui est celui qui est le public cinéphile ou intéressé par le cinéma, notamment à partir du numéro 36. On commence à publier des articles en anglais pour assurer une diffusion plus large de la revue. On est plusieurs à façonner l'objet en fait finalement Théorème. Et puis il y a en quelque sorte des producteurs, comme dans le cinéma, qui vont dire oui mais ça serait mieux de faire ceci, de faire cela. Et on n'est pas seulement dans une expertise un peu routinière du numéro, mais on est dans une intelligence collective. Et c'est très agréable de faire des comités éditoriaux. Là, c'est un peu une conversation scientifique, où on en est finalement de la question des franchises aujourd'hui, où on en est de la question de l'interprétation aujourd'hui. Voilà. Et donc la discussion s'ouvre, elle est assez dynamique. Moi, j'ai fondé, quand j'étais étudiant, une revue qui s'appelait La Voix du Regard. Et j'ai toujours eu ce désir du travail collectif.
Et donc il y a les programmes de recherche de l'IRCAP, mais il y a aussi la revue qui me paraît un bon lieu pour faire du collectif, pour être en groupe. Et c'est important. Oui, donc voilà, là il y a une très belle œuvre de Laurent Creton qui est derrière moi et qui a été faite pour les 30 ans de la revue, hein. Voilà, j'ai suggéré à Laurent Creton, qui était le directeur de la revue à l'époque, de faire une œuvre un peu dans l'esprit de Armand, qui est des sortes de, voilà, d'utilisation du matériau brut pour représenter ce qu'est la revue Théorème, et puis de prendre les 30 numéros, puisqu'à l'époque il y avait 30 numéros, et 30 ans, et d'en faire une sorte de, voilà, de collage. Et c'était magnifique. On a inauguré ça donc, en 2019 pardon, pour les 30 ans de la revue. Et vous avez l'ensemble des numéros qui sont représentés dans leur diversité, avec quelques objets typiques du cinéma, des téléphones, des disques durs, des appareils photo, une caméra, de la pellicule qui flotte au vent. Voilà.